Aujourd'hui, nous allons parler d'un mécanisme de défense décrit par Freud qui s'appelle l'isolation. Et Freud nous donne l'explication la plus détaillée dans l'écrit intitulé Inhibition, symptômes et angoisse. Et on va, pour expliquer ce mécanisme de défense, suivre un peu la même démarche de Freud, c'est de prendre un exemple, et nous prenons l'exemple cité par Freud dans cet écrit Inhibition, symptômes et angoisse. Il s'agit d'un patient qui, lors d'une séance, arrive très bien à suivre la règle fondamentale de l'analyse, à savoir dire tout ce qui lui passe par la tête, donc de procéder par association libre. Mais voilà, à un moment donné, bien que, comme dit Freud, ce patient parle par association d'une manière très énergique, à tel point que Freud utilise le mot ou l'expression « il parle comme un train ». Que soudainement, brusquement, ce patient s'arrête, il y a une pause, et ensuite il passe à parler, à traiter un tout autre argument. Et là, on comprend bien que ce patient, pour éviter de se trouver dans des pensées pénibles, eh bien, il va y avoir ce mécanisme qui est de isoler, donc de interrompre les associations. Et si on regarde de plus près, c'est un mécanisme qui se fonde sur un processus, comme dit Freud, mental, qui fait partie de la pensée humaine. C'est-à-dire quand on se met à penser sur un argument, on doit mettre en œuvre la concentration, et concentration signifie empêcher, arrêter de poursuivre des associations, car sinon on serait submergé par d'autres pensées et on ne serait plus capable de développer un argument. Et si on regarde le comportement de tout un chacun dans la vie quotidienne, ça peut arriver que lorsqu'on se retrouve à parler avec quelqu'un avec lequel il y a une très bonne entente, on se laisse aller par association, on parle d'une chose et puis d'une autre, et à un moment donné, on va arrêter de poursuivre les associations, car on sait qu'en poursuivant, on risque de se retrouver dans une zone qui n'est pas une zone de confort psychologique. On ne voudrait pas que la personne sache certains contenus, certaines pensées. Et donc on va arrêter et couper et passer à un autre argument. Ou bien il peut arriver que vous avez pendant le matin dans votre lieu de travail eu une expérience assez désagréable avec le responsable, et plutôt que avoir de nouveau cette sensation désagréable, vous allez vous dire, bon, il vaut mieux non plus ne plus en parler, ne plus penser à cela. Et si quelqu'un qui avait entendu ces disputes, vous allez lui dire, bon, je n'ai plus envie d'en parler. Eh bien, cela, c'est un mécanisme utilisé assez souvent pour ne pas se retrouver avec des sensations, des émotions désagréables. Donc, on va couper, on va isoler certaines expériences, certaines pensées pour ne pas se retrouver avec des sensations désagréables. Et voilà, ça c'est un peu le même principe. Mais quelle est la différence avec ce qui se passe chez le patient en question, le patient de Freud? Ben, la grande différence, c'est que dans ces cas ici cités de la vie quotidienne, il y a une intention consciente. On le fait d'une manière consciente en ayant conscient le thème qui peut déranger, le thème, les pensées, les représentations qui peuvent nous susciter des émotions désagréables ou qui peuvent être qu'on ne veut pas que l'autre sache.
En revanche, dans le cas du patient de Freud, là, l'intention n'est pas consciente. Il n'y a pas une intention consciente du moi conscient. C'est un processus inconscient qui fait que la chaîne associative va se briser lorsque on s'approche d'un certain contenu, de certaines représentations particulières. Disons que le point en commun entre les deux, c'est donc l'aspect formel, comment se constitue le processus, mais l'intention est différente. L'autre point en commun, c'est que tout se situe au niveau du moi. Et on va bien comprendre dans les détails pourquoi cela. Car Freud va mettre en évidence l'opposition qu'il y a entre ce mécanisme appelé isolation, parce que donc certaines représentations sont isolées, et donc les chaînes associatives ne permettent plus d'accéder à ces représentations, d'où le mot isolation, de l'opposer au refoulement, car dans le cas de ces représentations, de l'isolation, eh bien, elles ne sont pas inconscientes. Le souvenir, si par exemple il s'agit d'un souvenir, eh bien, le souvenir n'est pas inconscient. Se brise la possibilité d'accéder, mais le contenu n'est pas inconscient. Alors que dans le cas du refoulement, il est inconscient. Et qu'est-ce que cela veut dire, un contenu inconscient? Bien, cela veut dire que l'association entre représentation de mots et représentation de choses s'est brisée. Ce qui fait que la représentation de choses va se déposer, va participer au contenu du ça. Alors que dans le cas de l'isolation, l'association entre représentation de mots et représentation de choses n'est pas brisée. Donc, cela veut dire qu'il fait partie du préconscient qui se situe dans le moi. Ce sont des souvenirs qui se situent, qui sont encore dans le préconscient et qui peuvent être théoriquement sollicités et donc devenir conscients assez facilement. Mais dans le cas de l'isolation, la difficulté, c'est que ce qui s'est brisé, c'est l'association entre représentation de mots et représentation de mots, c'est-à-dire dans la chaîne associative. Et donc, le travail, ce serait de récupérer cette chaîne associative entre représentation de mots et représentation de mots. Et on comprend bien donc que le processus, pour cette raison-là, il est présent dans le moi, dans le préconscient du moi. Pour Freud, ce mécanisme d'isolation qui s'oppose donc au refoulement caractérise surtout la névrose obsessionnelle. Et comme Freud l'avait déjà décrit dans la névrose obsessionnelle, il y a une différente défense contre les pulsions sexuelles ou pulsions agressives, et cela on le retrouve dans certains comportements concernant le toucher, car le toucher sollicite particulièrement la pulsion sexuelle ou la pulsion agressive. Et dans certains comportements de l'obsessionnel, on retrouve ce qu'on retrouve dans certains comportements des populations primitives, par exemple le tabou, qu'on ne va pas toucher un objet, car toucher un objet, ce serait un sacrilège par rapport à vu que l'objet est un tabou. Bien, de même, l'obsessionnel va éviter de toucher un objet, car toucher un objet, ce serait refaire surface d'une pulsion sexuelle ou bien d'une pulsion agressive auquel il veut se défendre. Et donc, il va ne pas toucher un objet. Eh bien, de même,
concernant cette ou ces représentations, ces pensées qui sont isolées, auxquelles les chaînes associatives se sont brisées, eh bien, on pourrait dire, dit Freud, que l'obsessionnel considère ces pensées, ces représentations comme un objet tabou qu'il ne faut pas toucher. Et donc les pensées ne doivent pas toucher, quand elles s'approchent à ces pensées, ne doivent pas les toucher, car ce serait comme toucher un objet tabou qui va ressolliciter une pulsion sexuelle ou une pulsion agressive. Eh bien voilà, en ce qui concerne ce mécanisme de défense qui caractérise la névrose obsessionnelle et qui s'appelle l'isolation. Bien, à la prochaine vidéo, au revoir.